Donc bonjour, on est super content que vous soyez là. On est là pour vous parler de notre passion, le jeu de rôle en grandeur nature. On va se présenter rapidement. Donc moi je m'appelle Claire, je fais du GN depuis à peu près 12 ans. Et j'en organise aussi. Et voilà, depuis quelques années. Voilà. Moi je m'appelle Florian, je fais du GN depuis bien moins longtemps, depuis fin 2009. Mais il est plus jeune, c'est pour ça. Et je suis tellement bien tombé dedans que Ok. Je suis tellement bien tombé dedans, j'ai pas mal de jeux à mon actif et je suis organisateur depuis pas très longtemps. Donc pour le coup, on est bien placé pour vous parler de ce qu'on fait. Donc on va commencer du coup par une petite intro sur ce que c'est que le GN. Ouais, avant je me pose un petit peu la question, comme on n'est pas très nombreux, ça peut être un petit peu un dialogue aussi. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà joué ou qui n'ont jamais joué et qui aimeraient Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait même pas Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pas ce que c'est que le GN? À qui on explique depuis le début ce que c'est que le GN? Non, tout le monde est familier avec le concept? Ok. À partir de là, je vais te laisser commencer à expliquer un petit peu les différents genres et puis je vais aller te gérer les photos. Ouais, enfin, comme une petite intro, donc, les origines du GN, ça a apparu dans les années 70, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Il y a eu pas mal d'échanges au cours des années, mais c'est relativement indépendant. Le GN, c'est donc au carrefour du théâtre, du jeu et de la culture. Et on a beaucoup de composantes dans le GN, donc, que ce soit l'histoire, la littérature, le théâtre, des reconstitutions, de l'improvisation, de l'animation culturelle, du cinéma, des jeux d'enfants et du jeu de rôle. Donc tout ça s'entremêle et on retrouve tout ça dans le GN. Donc le but du GN, c'est raconter des histoires, mais aussi et surtout de les vivre. L'objectif étant d'être l'acteur de sa propre histoire. Donc on va commencer par vous parler de quelques genres de GN, de quelques univers. Donc ce qui revient assez souvent, ce sont les GN historiques, réalistes. Donc on va remonter tranquillement dans le temps. Donc, on commence avec l'antique. Donc là vous avez une petite touche de mythologie. Et que ce soit l'antique, que ce soit grec ou romain, ou là on doit être du côté de la guerre de Troie, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est assez inspirant. Voilà, encore de l'Antiquité. Sachant qu'il y a pas mal de jeux qui regroupent plusieurs cultures de l'Antiquité, donc vous pouvez retrouver des Perses, etc. Si on remonte encore après dans le temps, c'est raté, c'est pas ça. Non. On avance dans le temps, oui. Mais après l'antique, il y a quoi? Là, t'as le. Donc, ce qui est le plus courant dans le milieu du GN, c'est le médiéval. En général, il est fantastique, mais il arrive qu'il y ait des jeux qui soient simplement médiévaux où on n'a pas intégré de créatures extraordinaires, etc. Donc ces jeux-là sont les plus répandus. C'est des jeux où il y a de 150 à 1000, 1200 personnes assez facilement. Mais il y a après des jeux où on est en beaucoup plus petit comité, beaucoup plus d'ambiance. Donc vous avez là par exemple de la Renaissance, donc, que ce soit en France, en Italie, etc. Un cardinal. Après, si on remonte un peu encore dans le temps, au niveau des siècles, il y a tout ce qui est mousquetaires, qui est très inspirant, donc les cours des différents rois, les pirates, qui est un thème qui revient assez souvent, là, du victorien, donc c'est la fin du 19e siècle. Là, donc vous avez aussi quelques images d'ambiance, c'est des jeux qui sont très axés sur le roleplay. Là, puis après on peut changer carrément de continent, donc le western. Voilà.
Ce sont des jeux où il y a des décors qui sont construits spécialement, il y a de gros moyens mis en œuvre. Ah, ouais, on se rapproche encore dans le temps, donc les années 50 en France, donc ça c'est très ambiance, très campagne. Hop, si on retraverse l'Atlantique, vous avez les balles de promo, les universités américaines, tout ça. Là. Et on arrive à notre époque, des jeux beaucoup plus modernes avec des armes, de l'airsoft. Donc, il y a pas mal d'assauts qui sont spécialisés là-dedans, avec des armes spécialement conçues. Donc voilà, donc après si on continue dans le temps, si on traverse l'historique, on arrive dans ce qu'on appelle les uchronies. C'est-à-dire qu'on se base sur des faits historiques et on les transforme. Par exemple, une Seconde Guerre mondiale, on peut imaginer que les Allemands ont gagné la guerre. Et du coup, le concept, c'est ça. On est en France, mais sous occupation allemande dans les années 50. Et après, à partir de là, on peut ajouter pas mal de fantastique, des super-héros par exemple. Vous voyez, un vestiaire d'étudiants. Et ces étudiants se transforment en super-héros. Voilà, c'est un thème souvent abordé, les super-héros, qu'on adapte au contexte historique. Après, il y a des thèmes de GN qui reviennent souvent, c'est ceux qui sont adaptés d'univers qui existent déjà. Donc les auteurs ont créé des univers suffisamment riches pour qu'on puisse piocher dedans et créer nos propres jeux. Donc voilà, donc du Harry Potter, vous voyez, on a des accessoires. Dans le Harry Potter, il y a des matchs de Quidditch. Donc chacun a son balai, sa batte, on adapte les règles. Un autre univers qui est très utilisé, donc Star Wars. Donc si vous visitez un peu là sur Geekopolis, vous voyez pas mal de Jedi, de sabres laser. Ce matériel-là est aussi utilisé sur les GN. Voilà, donc après plus moderne, plus créatif, donc univers un peu steampunk. Voilà, et on finit par arriver à des choses plus fantastiques, là des images de médiéval fantastique. Donc, sachant que le médiéval fantastique à l'origine c'est inspiré de Tolkien et tous ces auteurs-là. Et puis on a d'autres thèmes, hein, Cthulhu, le trône de fer. Sachant qu'il y a aussi certains organisateurs qui, pour leur GN, créent leurs propres univers de A à Z. Donc il n'y en a pas énormément parce que c'est énormément de travail. Donc, c'est en général des univers qui sont utilisés sur plusieurs jeux. Donc voilà, donc des jeux, par exemple, un truc qui a duré pendant 10 à 15 ans qui s'appelle Evoniris, où on a créé dans un seul monde des factions de différentes inspirations, que ce soit les annales du disque monde ou des inspirations arabisantes, voilà. Donc là, pour le coup, on a juste sélectionné une vingtaine de photos pour vous montrer un petit peu la richesse et la variété des thèmes que l'on peut aborder en GN. Vous avez la suite de l'exposition photo qui se trouve juste là-bas, à côté de la scène sur la gauche. Et on a, nous, un stand qui s'appelle Tous GNistes, qui est entre la partie Nautilus et la partie Métropolis. Donc si vous avez envie par la suite de poser plus de questions, de venir voir, on est disponible à cet endroit-là. Et on a aussi également des petits jeux d'initiation qui durent une vingtaine de minutes. Donc si vous avez jamais eu l'occasion de jouer et que ça vous fait envie, ce sera possible. Ensuite, on va parler des différents types de jeux. Que ce soit du point de vue des organisateurs ou du point de vue des joueurs. Donc, première partie, c'est le coût du GN. Le coût du GN, pas seulement financièrement, mais en termes d'investissement. Donc, en tant qu'organisateur, quand on veut faire un GN, c'est énormément d'investissement. On ne peut pas lâcher en cours de route, surtout si on est une équipe. C'est quelque chose qui peut prendre de quelques mois à plusieurs années. Donc, le travail touche plusieurs aspects, que ce soit le scénario,
ou la logistique. Il y a certains jeux qui sont scénarisés au point qu'on crée même les fiches de personnages de A à Z, de façon à ce que les organisateurs soient beaucoup plus maîtres de ce qu'ils proposent. Et après, tout ce qu'il y a en termes de logistique, il y a les locations de sites, tout ce qu'on a comme effets spéciaux et comme techniques. Donc, dans l'aspect orga de scénario, on peut, comme on a montré certaines images, soit s'inspirer de mondes qui existent. Donc, par exemple, Harry Potter, on imagine qu'on veut faire un jeu qui se passerait à Poudlard. Donc, on a déjà une base solide et après, on n'a plus qu'à, dans ce monde, créer ce qu'on a envie de faire, créer les personnages qui peuvent être soit des personnages qui existent, soit des personnages qu'on crée nous-mêmes. On a vraiment énormément de création et donc il y a la possibilité, comme je disais un peu plus tôt, de créer nos propres univers. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment partir de la racine et comment est né cet univers, qui est-ce qui y vit, quelles sont les relations, quelles sont les castes, les factions, et arriver jusqu'à l'histoire des personnages. Donc, il y a deux types de création de personnages. Soit c'est les orgas qui le font, soit ce sont les joueurs qui le font. Donc, s'il y a l'avantage pour l'organisateur de créer ses propres personnages, c'est qu'ils peuvent eux-mêmes créer les intrigues par rapport aux personnages, et au moment où le jeu commence, les joueurs ont tout en main pour vivre leur jeu sans avoir eu avant à trop travailler, entre guillemets. Voilà, donc quand on arrive dans ce contexte-là qui a été bien créé, il y a quelque chose qui est très important, c'est de poser des règles. Donc, mettons un jeu où il va y avoir du combat, on a des armes, où on peut se battre à main nue, on pose des règles, les organisateurs, ce qui revient assez souvent, c'est on n'a pas le droit au contact physique, par exemple, ou alors il faut que ce soit maîtrisé. Donc les règles après peuvent aller jusqu'à, par exemple, tout ce qui est les compétences. Quelqu'un qui a la compétence pour lire dans les pensées, ça lui sera expliqué, il saura comment faire en jeu. Après, il y a d'autres types de règles. Ce qui revient, c'est comment est-ce qu'on couche avec la personne qu'on aime, etc. Tout ça est censé être écrit. Et donc, si je reviens sur la logistique, on a la chance d'avoir énormément de sites en France. Donc, si on veut louer un site, on a des associations qui s'occupent de ça. Donc, au sein des assos, on loue les sites selon ce qu'on a envie de faire. Ça peut être un fort, ça peut rester un simple appartement, ça peut être un château. Donc, on gère la location du site. Et après, sur place, il y a voilà, est-ce qu'on a de l'eau? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'en amener? Est-ce qu'on a l'électricité? On a besoin d'en amener. Il y a certains jeux qui se passent dans des champs, donc il y a besoin de absolument tout amener. On crée des campements, etc. Et il y a après, tous les aspects techniques. Donc il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui sont pros en électronique, en décor, etc. Qui peuvent nous créer nos décors, qui peuvent, dans un jeu Star Wars par exemple, créer un vaisseau spatial, si vous allez voir sur notre stand, vraiment une table avec le tableau de pilotage comme dans Battlestar Galactica. Voilà. Donc voilà, donc l'aspect organisation est très 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 lourd, sachant qu'il y a du boulot avant les jeux et pendant les jeux. Il faut savoir rester maître de soi, sachant que on a les aspects imprévus. Et heureusement pour ça, dans la plupart des jeux, on a ce qu'on appelle des PNJ. Donc les PNJ, ce sont des joueurs contrôlés par les organisateurs. On peut en faire ce qu'on veut. Ils sont là au service de l'organisateur et du jeu. Et ce qui nous amène directement aux joueurs. Donc le joueur a la possibilité d'écrire son personnage sur certains jeux. Donc on pose des bases de règles de création de personnages et dans l'univers donné par les organisateurs, les joueurs proposent leur personnage. Donc après c'est à eux de voir comment est-ce qu'ils créent leurs relations, est-ce qu'ils se créent des groupes, etc. Donc c'est du travail en moins pour l'organisateur de ce côté-là, mais
Après, évidemment, il y a des contrôles, pas abusés non plus. Et dans la plupart des GN, le joueur doit gérer son costume, parce qu'il a un rôle dans un univers donné, donc il faut gérer son costume. Donc, est-ce qu'il va jouer un docteur, donc il lui faudra son matériel de médecin? Est-ce qu'il va jouer un chevalier, donc il lui faut une armure? Un homme d'église, donc il lui faut sa tenue de moine? Ou après, dans certains jeux beaucoup plus précis, est-ce qu'il faut un costume victorien, un costume de mousquetaire? L'avantage qu'il y a dans le milieu du GN, c'est que vous pouvez avoir un réseau suffisamment important pour vous faire prêter des costumes. La plupart des assos sont... Je pense que le GNiste a vraiment une grosse volonté d'ouverture. Si on vient aussi pour faire ce type de conférence et qu'on a envie de montrer ce qu'on fait et de montrer que ça peut être assez facilité d'accès, c'est vrai qu'un coût pour un GN en termes d'inscription, de prix, c'est assez cher. Mais si on rajoute le prix du costume et le trajet, ça devient très vite un loisir qui est onéreux. Mais on a quand même pas mal de monde qui ont justement cette volonté d'ouverture et cette volonté de pouvoir le partager. Je pense que la culture du GN, c'est vraiment une culture du partage. On parle des organisateurs qui sont bénévoles et qui passent des heures et des heures de travail pour donner du plaisir à leurs joueurs. Et les joueurs qui sont un petit peu aguerris, qui ont un petit peu du matériel, souvent ils peuvent prêter des choses à des débutants pour leur donner la chance de voir s'ils vont aimer et s'ils vont avoir envie de continuer à faire des jeux. Donc il ne faut pas hésiter à contacter les associations qui organisent, à expliquer que c'est éventuellement votre premier jeu et à demander de l'aide. Parce qu'il y a vraiment une très très grosse volonté d'ouverture et d'accueil. Donc il ne faut pas hésiter. Au niveau du GN en France, on a 2 grosses écoles sur 2 façons de faire. On va avoir des jeux qui sont assez importants en termes de nombre de joueurs. C'est-à-dire, on va avoir un jeu plus axé sur les factions. Les organisateurs vont écrire en général le monde, la cosmogonie de ce monde. Ils vont mettre des surprises, des choses à comprendre, à deviner, et un scénario, une trame un petit peu globale, et des trames de factions entre elles. Et dans ces jeux-là, en général, les joueurs écrivent eux-mêmes leur bac, ils se font leur trip dans leur groupe, et puis les intrigues ne les concernent pas en général eux directement, mais vont concerner leur groupe et vont concerner leurs dieux et leurs histoires. Je pense notamment à un jeu qui s'est fait pendant longtemps en France qui s'appelait La Faille. C'est ce type de jeu-là dont je parle. Il y a un autre type de jeu qui se fait en général sur un format plus restreint, donc sur un nombre de joueurs qui est moins important, et où on va juste demander au joueur de gérer son trajet et de gérer son costume. Là, le personnage va être fourni clé en main, et en général, ce sont des bacs qui sont assez longs, qui sont assez fouillés, et qui sont là pour pouvoir permettre certaines scènes de jeu, certaines situations que l'orga a prévues. Ce sont des jeux qui, en général, sont plus intimistes et qui sont, pour la plupart, plus tournés vers l'émotion et vers le ressenti directement du personnage, voire du joueur concerné. Donc c'est pas la même implication au niveau personnel par rapport à ces jeux-là. Plutôt pas là. C'est vrai que voilà, j'ai un petit peu débordé sur le fait de tout cela. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Ouais, sur les types de formats de jeu, les plus grands, celui qui se fait en ce moment le plus grand, je crois que ça doit être Candoria, c'est le seul que je sache en France en ce moment qui est un jeu pas fait par une asso, mais par une société type SARL. Et on va avoir, c'est importé d'Allemagne, c'est le Conquest of Mythodea. Et ils ont cette volonté de faire des jeux très très massifs. Donc on parle d'un millier de personnes, voire plus. C'est le plus gros qui se fasse en ce moment. Au niveau des types de durée de jeu, en général, ça se fait plutôt sur un week-end. Mais le format peut aller d'une poignée d'heures pour des jeux de type huis clos Murder Party à le plus long que je sache qui s'est fait en non-stop, c'était une semaine. Alors,
sachant que les implications dans ce type de jeu, c'est on essaye au maximum du début à la fin d'être en roleplay. On est son personnage. Si on sort de son personnage, c'est ce qu'on appelle le hors-jeu, c'est un risque de casser le jeu d'autres personnages. Donc, sur certains jeux, on a une tolérance sur la nuit parce que on dort pas forcément comme son personnage. Mais dans l'idéal, c'est à partir du moment où les organisateurs donnent le top du jeu jusqu'au moment où il y a soit un simple top pour dire que c'est fini, soit un événement, on est son personnage. Et donc, soit on est le personnage qu'on a créé, soit on est le personnage que les organisateurs ont créé. Et donc on est arrivé avec ce personnage et à partir du moment où le jeu commence, tant qu'on reste dans ce qui a été prévu, on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà, après, donc, ce que je disais, c'est la plupart de ces jeux-là, donc ça peut être soit très petit, donc on peut se contenter d'un simple appartement qui est soit à peine décoré, soit qui convient très bien dans les jeux contemporains. Et après, on peut changer, aller sur des sites comme des châteaux. Il y en a quelques-uns qui se louent en France, des forts. On a des caves. On peut aller après tout simplement dans un simple champ pour les gros jeux. Donc, selon les besoins des organisateurs, on a la chance en France d'avoir énormément de sites. Après, oui, on parlait du cadre donné au jeu, mais il peut arriver aussi qu'on ait des jeux un petit peu en non-stop, c'est-à-dire qu'on a soit on va avoir le jeu qui continue entre les GN par une gestion de mails, de forums, de choses comme ça se fait pas mal. Ou alors on va avoir des jeux où ça se fait en non-stop, mais c'est-à-dire que je suis dans ma vraie vie normale, mais c'est un jeu qui est contemporain, donc j'ai pas besoin de costume. Et à tout moment, il peut y avoir quelqu'un qui joue au même jeu que moi, qui débarque et qui vient m'interpeller en jeu, alors que je suis pas dans le cadre là. Ça, c'est quelque chose, je crois qu'il y en a j'en connais un seul en tout cas qui est comme ça, et moi, personnellement, ça me plaît pas. Mais après, c'est super personnel comme point de vue. Moi, je sais que j'ai tendance à préférer les jeux qui vont me sortir vraiment de mon quotidien et qui vont être sur une période donnée. Ça peut être un petit peu délicat pendant que je fais mes courses, qu'il y ait quelqu'un qui débarque pour me parler d'un truc où je suis pas disponible à ce moment-là pour le faire. Voilà. On a aussi, comme je dis, on a deux écoles. Il y a les jeux où on va avoir l'organisation qui gère le personnage, où on va avoir les joueurs qui vont gérer leur personnage eux-mêmes au niveau de l'écriture. On va avoir deux grands types de jeux. On va avoir les jeux qui sont en campagne et les jeux qui sont en one-shot. Le principe des jeux en campagne, c'est qu'il va forcément y avoir des suites. Et on prend énormément de plaisir en général à voir son personnage évoluer, en général c'est des jeux sur lesquels on va avoir pas mal de compétences, à différents niveaux de compétences, donc ça peut être super intéressant de se dire bah tiens j'ai arrivé au niveau maître en magie ou au niveau maître en artisanat, j'ai réussi à faire des choses absolument géniales, et d'avoir aussi des relations qui vont se nouer entre les personnages et qui vont évoluer et année après année retrouver les mêmes gens qui viennent et voilà, soit réussir enfin à se débarrasser de son pire ennemi ou à épouser sa belle ou enfin voilà, il y a des choses qui peuvent vraiment s'inscrire dans la durée dans les jeux en campagne et où le plus gros enjeu en général c'est la survie du personnage. Mais étant donné que c'est un jeu en campagne, au pire on meurt, on en crée un autre et puis il aura plus la même histoire, mais on peut quand même rester dans l'univers. Il y a d'autres jeux qui sont donc ce qu'on appelle du one-shot, c'est des jeux qui ne sont pas prévus pour avoir de suite, où on va amener les personnages un petit peu à un grand croisement dans leur vie où ils vont devoir faire des choix. Et tout doit se régler pendant les heures qui sont dans ce jeu-là. Et à ce moment-là, c'est très intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas à se retenir. Il n'y a pas de choses où on va se dire « Non, mais je ne vais pas le dire parce que je vais me griller et sur les autres jeux, ce sera mort. » Non, justement. Là, j'ai que quelques heures pour amener mon personnage où j'ai envie de l'amener. Si c'est un grand méchant, ça peut peut-être être d'arriver à ses propres fins, à ses propres buts personnels au détriment des autres. Mais ça peut aussi être un grand méchant qui en a marre d'être méchant, qui a envie d'être pardonné, qui a envie de faire amende honorable, qui a envie de plein de choses.
Donc, étant donné qu'il n'y a pas à gérer les années qui vont suivre dans la vie de ce personnage-là, c'est juste sur le jeu, c'est intéressant de le faire. Et sur ces jeux-là, étant donné qu'en général, il y a beaucoup de travail d'écriture, il n'est pas rare de recevoir des backs de jeux avec l'histoire du personnage sur une trentaine de pages. Ça demande donc un très très gros travail au niveau des organisateurs. Donc une fois que ce travail a été fait, et qu'il n'est pas censé y avoir de suite, limite, après, on peut faire des rééditions. Et sur ces jeux-là qui sont... à partir du moment où le travail a été fait, il suffit juste de dire on va en faire un autre à telle date. On réserve le site et tout est prêt. Donc on a beaucoup de jeux qui se rééditent et qui, au fur et à mesure des rééditions, vont s'enrichir des retours des joueurs qui vont dire oui, alors ça c'était bien, par contre j'ai pas aimé parce qu'il s'est passé ça et ça. Et les orgas peuvent aussi un petit peu faire des mini-réglages sur leur scénario de façon à l'améliorer. Et il y a pas mal de jeux qui se rééditent. Il y en a un notamment, j'ai fait cette année sa 7e édition. Donc ça fait 7 ans que ce jeu-là, le même, est joué à chaque fois dans le même château. Et c'est assez trippant parce qu'après on a même des communautés de joueurs qui vont dire tiens, on est les 7 personnes à avoir joué ce personnage-là. Et c'est chouette aussi. Donc, pour revenir sur les jeux rééditables, il y en a beaucoup qu'on appelle les murders, qui sont les jeux qui reviennent le plus souvent. Donc, comme son nom indique, murder, l'objectif est de résoudre une enquête sur un meurtre. Et la plupart de ces jeux-là sont organisés plusieurs fois. Il y a même possibilité de confier l'organisation à quelqu'un d'autre. C'est des jeux qui reviennent très souvent, un peu sur les mêmes thèmes. Par exemple, on commence, quelqu'un est mort, donc la famille se réunit pour en parler. Et donc voilà, donc ça commence comme ça. C'est un type de jeu entre 8 et 16 joueurs, un truc qui reviennent assez souvent sur tous les thèmes et que n'importe qui s'y connaît un petit peu peut organiser. On a notamment un site qui s'appelle murderparty.org où il y a des scénarios qui sont téléchargeables, qui demandent en général peu de logistique et peu d'investissement. Et du coup, ça permet sur un week-end de gérer un petit peu, d'inviter le bon nombre de personnes et de faire ce type de jeu-là avec beaucoup de facilité. On voulait aussi parler un petit peu des différentes influences sur le GN en France, évidemment des influences étrangères. Comme je le disais, à la base, on a importé le concept comme le jeu de rôle papier des États-Unis et de l'Angleterre. Et les premiers GN qui sont organisés en France, ils étaient très marqués par ces jeux-là. Notamment, il y a en Angleterre un jeu qui s'appelait le Renewal, où c'était un jeu à presque 2000 personnes. Et on a commencé en France sur du médiéval fantastique et sur des jeux de format assez importants. C'est comme ça qu'on a commencé, et ensuite, au fil des années, on a commencé à bifurquer vers les autres types de jeux dont on a parlé, sur des formats qui sont plus réduits, sur des personnages plus écrits, en général écrits par l'organisation, et sur des époques et des univers autres que le médiéval fantastique. Il y a même eu un système, il y a même eu un GN en France qui s'appelait justement Terre du Sud et qui était fait pour être compatible avec ce jeu en Angleterre et qu'on puisse amener son personnage d'un jeu à l'autre. Et c'était pas mal parce que tu avais le système, donc Terre du Sud c'était la France, Terre du Nord c'était l'Angleterre. Et il y avait des ambassades, il y avait vraiment une vraie barrière de la langue pour le coup. Et ça fonctionnait plutôt pas mal à l'époque. Mais je vous parle pas d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, mais pas loin. Donc, concernant les échanges avec nos amis géanistes étrangers, il existe plusieurs conventions. Donc nous en France, on a ce qu'on appelle les Géniales, qui a lieu tous les ans au mois de novembre à peu près, où on accueille des géanistes étrangers. Donc ça va être des Allemands, des Scandinaves, des Belges, des Italiens, des Russes,
On n'a pas encore réussi à avoir des Anglais. Ils viennent plus. Non, les Anglais viennent pas, non. Donc, Pourtant, les conférences sont en anglais. Donc, pour la plupart. Et donc on les accueille pour que eux viennent nous parler aussi de ce qu'ils font. Donc il y en a un type de GN qui commence à nous inspirer un peu. Il y a certaines associations qui tentent de l'amener en France. C'est le GN scandinave, donc, que ce soit Danemark, Norvège, Suède et Finlande. Ils ont une vision assez particulière du jeu. Et eux, pour le coup, contrairement à nous, il y a certains sujets qu'ils n'ont pas peur de traiter, comme des sujets politiques, un truc qu'on ne fait pas du tout en GN, chez nous. Et donc, il y a énormément d'échanges avec la France. Ils font tous les ans une conférence sur le GN qui attire le monde entier. Les Français y vont aussi, ils rapportent des idées. Donc nous, on essaye de faire ça aussi avec nos GNial en France, d'amener des étrangers pour leur parler de ce qu'on fait. Et c'est plutôt eux qui nous inspirent que nous qui les inspirons en général. Mais voilà, donc il y a pareil en Allemagne annuellement. On va chez eux pour leur parler de ce qu'on fait et eux viennent chez nous pour parler de ce qu'ils font. On est quand même globalement en France très médiéval fantastique, mais on essaye d'apporter beaucoup plus d'aspects fouillés chez les personnages. Donc, sur certains types de jeux beaucoup plus réduits, où on se concentre beaucoup plus sur des concepts, plus que des expériences. Imaginons qu'on est en pleine savane dans une voiture, on vient de tomber en panne, qu'est-ce qu'on fait? C'est un scène très simple, mais ça peut apporter pas mal de choses. Et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment abordé sur le GN, c'est la question du budget. Donc on est relativement petits joueurs par exemple par rapport aux Scandinaves. Là il y en a certains GN qui ont... il y en a un GN qui a demandé 1 demi-million d'euros de budget. Donc imaginez un peu ce à quoi ça pouvait ressembler. Nous en général en France on demande la participation des joueurs peut varier selon ce dont on a besoin comme site ou comme technique, mais on va de 50 à 100 euros, ce qui fait que c'est un loisir assez cher, mais par rapport à ce qui est investi, ça reste quand même relativement abordable. Je pense que surtout voilà, un GN dont le budget global c'est un demi-million d'euros, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs pour répartir le budget. Pardon ? C'est un GN apparemment qui s'appelle Dragonbane. C'est un GN scandinave. En France, il disait voilà, entre 50 et un petit peu moins de 100 euros. C'est pour les jeux qui se jouent en général sur un week-end. Il peut évidemment y avoir des jeux qui sont beaucoup moins chers. On parlait de huis clos, de Murder Party. Sur ce type de jeu-là, c'est juste une participation aux frais. Et en général, c'est le repas. Donc ça peut être entre 5 et 10 euros pour la soirée. Après, ça dépend le vin qu'on commande, mais... c'est pas forcément directement un gros budget, mais sur un jeu petit format qui sont plutôt ceux que nous, enfin petit format et encore ce que moi j'ai tendance à organiser puisque Florian son jeu est plus important, on doit se retrouver sur un budget global de, que je dise pas de bêtises, entre 1000 et 1500 euros qu'on va ensuite répartir sur le nombre de joueurs qu'on a et voilà. Donc on est loin des sommes astronomiques qu'on peut voir chez nos voisins du Nord. Non, donc, en France, les GN sont non commerciaux. C'est entièrement bénévole. On a d'ailleurs une fédération. Donc, si vous allez voir notre stand en bas, la FEDGN, donc c'est une activité qui est homologuée. On a notre propre fédération qui gère ça. Donc, et c'est entièrement bénévole. Oui, et contrairement à certaines fédérations sportives ou d'autres types de jeux où on ne peut pas
On ne peut pas faire du judo si on ne fait pas partie de la fédération pour avoir l'assurance, pour avoir toutes ces choses-là, pour gagner ses ceintures, que ce soit reconnu. On est obligé d'adhérer à ces choses-là. Sur le principe de la Fédération française de grandeur nature, c'est une association d'associations, c'est pas une association où les membres sont les joueurs, les membres sont les assos. Et c'est absolument pas obligatoire. Personne va aller forcer les gens à avoir adhéré à la FEDGN pour jouer. Donc oui, un truc qui nous vient aussi de Scandinavie, qu'on essaye de faire de plus en plus grâce aux conventions, c'est qu'il y a une communauté qui débat énormément, qui théorise et qui publie. On a l'association dont je parlais tout à l'heure qui fait des expériences, qui s'appelle justement Expérience, tient un blog où ils font des études sur le GN, et toutes ces inspirations nous viennent beaucoup de l'étranger, notamment du GN scandinave. Et il y a beaucoup de choses que nous apportent les Scandinaves qu'on peut faire. Par exemple, avant un GN, un travail qu'on peut aussi demander aux joueurs, c'est de se préparer pour le GN. Imaginez que vous allez faire un jeu pour la première fois, vous connaissez personne, vous devez jouer une relation amoureuse. Avant le jeu, on vous fait rencontrer la personne et vous apprenez à vous connaître dans la relation amoureuse. Ça, c'est des inspirations qui nous viennent de Scandinavie et qu'on essaye de faire de plus en plus en France. Ça peut être aussi des ateliers sur d'autres thèmes. Admettons, on est à la cour du Roi Soleil, il y a un bal, il y a un menuet. Et on peut faire un atelier où tout le monde apprend les 3 pas basiques de menuet pour pas se ridiculiser et marcher sur sa robe devant tout le monde. Ça peut aider. Ça se fait donc beaucoup en Scandinavie. Ça commence à se faire en France justement parce qu'on s'inspire de ces pratiques-là. Je prenais l'exemple du menuet, mais il y a un jeu qui se passe en Argentine sur lequel il doit se danser un tango. Et en fait, on demande aux joueurs de se dire la veille. Et le vendredi soir, il y a leçon de tango pour tout le monde et on commence le jeu le samedi. Voilà, donc ça concerne une poignée de jeux, c'est pas très représentatif. Ouais, c'est pour la danse, les combats, les relations, etc. C'est pour permettre avant le jeu aux gens d'être plus confiants au moment où ils vont le commencer. Aussi. Est-ce qu'il marche ce micro-là? Ça serait chouette que... Et en fait, c'est podcasté, donc on pense que si tu veux parler, on peut peut-être te passer un micro, ce sera mieux qu'on ait les questions et les réponses qui soient... On avait prévu de toute façon sur la fin des questions-réponses, donc c'est bien. Pardon. Venez. Non, mais c'est bien, vas-y. C'est la fin à peu près là. Donc oui, je voulais vous demander, est-ce que vous n'avez pas peur que les détracteurs du GN se servent de l'argument vous vous immergez dans un monde fantastique une semaine, bon d'accord, tout va bien. Et là, on vous dit, alors maintenant, tu vas devoir rencontrer les personnes avec qui tu vas jouer, tu vas devoir t'immerger dans ton rôle, dans ta vie de tous les jours, en fait. Après, moi, je pense pas ça, mais je sais que c'est un des arguments de ceux qui essayent de dire que le GN, c'est, entre guillemets, mal et malsain, de dire, vous jouez un rôle en permanence et vous êtes complètement déconnecté de la vie réelle. Est-ce que le fait d'élargir ça risque pas de leur donner des arguments et d'accentuer les cas de déviance ou d'écart en fait Alors en effet, tu as raison, on a eu beaucoup la communauté en tout cas GNiste a beaucoup souffert d'une mauvaise image et de gens qui nous prenaient beaucoup pour de doux dingues, voire pour des dingues carrément dangereux. Merci Madame Dumas. On a heureusement depuis il y a beaucoup de temps qui a passé, il y a eu des reportages un petit peu plus intelligents qui ont été faits et le fait de dire on va faire un atelier, une soirée avant à apprendre une danse où on va se rencontrer avant histoire de savoir jusqu'où on a envie de jouer le jeu et comment est-ce qu'on a envie que nos personnages interagissent pour qu'on soit l'un comme l'autre à l'aise, je pense qu'au contraire c'est une preuve de maturité. Et on peut tout à fait, s'il y a des gens qui ont une opinion différente, expliquer que c'est pour que le jeu se passe sans anicroche et que si on fait un atelier, on n'est pas dans nos personnages, au contraire. On est en tant que joueur et on projette sur ce que nos personnages vont faire. Donc on
enfermé dedans avant le jeu. Non, on le prévoit pour que ça se passe bien et voilà, je veux dire, on a entendu beaucoup ce type de discours, mais moi j'ai tendance à faire l'analogie entre quelqu'un qui va aller au cinéma, qui va voir le film Scream, il va savoir qu'il va voir un film d'horreur et à la fin, soit il a passé un bon moment parce qu'il a aimé le film, soit il a passé un mauvais moment parce que ça lui a pas plu. Point. Ça, c'est si on est quelqu'un d'équilibré. Si on est quelqu'un de déséquilibré, on va voir Scream et on prend s'il y a eu un fait divers comme ça où un type a pris un couteau de cuisine et il a tué sa petite sœur. Je pense pas que c'est le film qui l'a rendu taré. Je pense que le type était instable à la base et que ça a été le moment où ça a fait charnière, il a basculé de l'autre côté. Donc je pense que si des gens sont équilibrés, qui font du GN, c'est des gens qui vont passer un bon moment et ils vont pas devenir fous. S'il y a des gens qui sont pas bien dans leur tête, comme toute autre chose, comme regarder un film, ça peut peut-être les pousser de l'autre côté. Dans le GN, quand on entre en jeu, on est quand même limité, entre guillemets, à qui on est. Il y en a certains qui essayent de se dépasser dans le GN, mais il y a un moment où notre propre esprit va s'arrêter. Si on est poussé un peu trop loin, si on a peur, etc., on peut redevenir nous-mêmes. C'est très rare que quelqu'un aille vraiment jusqu'au bout, jusqu'à devenir fou. C'est même, ça arrive pas. Voilà. Il peut y avoir des jeux sur lesquels on va avoir une implication forte et sur lesquels on peut se sentir pas à l'aise. Je pense notamment à un jeu dans un milieu carcéral où ça peut se prêter un petit peu à de l'humiliation, ça peut se prêter à des choses qui peuvent être pas agréables à vivre et on peut se retrouver enfermé dans des cellules, on peut avoir de la claustrophobie, il va y avoir plein de choses qui peuvent faire que ça se passait pas bien. Et les organisateurs avaient bien expliqué au brief qu'on était libre en tant que joueur à tout moment d'interrompre le jeu. On avait un genre de mot de code, je crois que c'était artichaut, et ça, s'il y en avait, je vois pas de quoi tu parles. Il n'y avait aucune raison qu'on parle de ça pendant le jeu. Donc si jamais il y en avait un qui commençait à dire artichaut, c'est qu'il fallait arrêter la scène. Et on essaye toujours d'avoir une possibilité pour que les gens soient bien au final. Si on a envie de jouer à se faire peur, qu'on a envie de jouer avec ses limites, on est normalement tous adultes. Les GN, normalement, il faut être majeur, sauf dérogation sur certains jeux où les mineurs de 16 ans avec autorisation parentale peuvent venir, mais c'est pas la plupart. En général, on est tous adultes et responsables et on sait ce qu'on fait. Voilà. Il faut savoir que quand on organise un jeu comme ça, un carcéral par exemple, quand on lance les inscriptions, on prévient de ce qu'il va y avoir dans le jeu. Dans un jeu carcéral, il y a des chances pour que vous ayez des personnages qui ont un passé de violeurs, qu'il y ait des crimes, il y a des histoires de drogue, etc. Si quelqu'un n'est pas à l'aise avec ça, soit il le signale, soit il ne s'inscrit pas. Voilà. On n'y va pas pour se torturer non plus. Voilà, donc Claire parlait des enfants. Il existe, c'est assez rare, mais ça existe, des GN qui sont organisés spécialement pour les enfants. Par exemple, à la fin de l'année dernière, dans un univers qui s'y prêtait particulièrement bien, c'est Harry Potter. On a organisé un GN Poudlard avec des enfants de 11 à 15 ans. Donc tout le monde avait de 11 à 15 ans, donc ils étaient bien dans leur personnage. Et c'était bien encadré pour que tout se passe bien avec les enfants. C'était spécialement créé pour eux. C'est vrai qu'on a tendance, quand il y a des jeux qui sont justement faits pour les enfants, d'être dans des thèmes et des choses qui sont adaptées pour leur tranche d'âge. Et dans des jeux où les enfants sont admis et il y a aussi des adultes, ça peut parfois être problématique parce que tu peux te retrouver en plein milieu d'une scène, par exemple, il y a de la sexualité ou des choses comme ça, où les enfants n'ont rien à faire et où ça a une chance de se rencontrer. Donc sur la plupart des jeux, on essaie en général de pas avoir de moins de 16 ans en tout cas. On a à peu près fait, je pense, le tour des choses dont on voulait vous parler. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez parler, des choses qu'on n'a pas couvertes ? Non, c'est bon ? Oui. J'aurais une question d'ordre de grandeur. D'après vous, le GN français aujourd'hui, c'est combien de personnes, combien de jeux par an, par exemple ? Alors, c'est une très bonne question. On ne peut pas répondre sur la globalité de tous les jeux en France parce que ils ne sont pas forcément tous recrutés au même endroit, sauf qu'on a quand même une fédération
Et on peut répondre sur les chiffres des jeux qui sont des associations fédérées. Tout simplement parce que la FEDGN met à la dispo des assos membres une assurance pour couvrir donc tous les risques qui sont liés au GN. Et à partir de là, ils sont obligés d'inscrire leurs jeux au calendrier de la Fédé pour être couverts. Donc on peut dire combien de jeux de ces assos-là ont été organisés en France, combien de GN, combien ils ont d'adhérents. J'ai absolument pas les chiffres à jour en tête, mais sur notre stand, on a des gens qui bossent au CA de la Fédé qui, eux, sont capables normalement de les donner. Et s'ils le sont pas, on sera là pour se moquer d'eux. Donc faut pas hésiter à venir et poser la question sur place. Si on fait un ordre de grandeur, sachant que le médiéval fantastique brasse énormément de monde, on peut facilement dire qu'il y a plusieurs milliers de gens qui sont fédérés. Ah oui. Oui, je pense qu'on doit être à au moins 1500 joueurs, au moins. Mais ça, c'est des vieux chiffres. Je pense qu'on est même plus maintenant. Mais j'ai pas envie de dire une grosse bêtise qui va être enregistrée plus tard. D'autres questions ? En fait, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle à l'étranger, chez les voisins suisses, allemands, belges, essentiellement. Je sais qu'il y a une chose qui nous envie énormément, c'est nos sites. Parce qu'on a énormément de sites, les Suisses particulièrement deviennent fous quand ils doivent trouver un site pour un jeu de rôle. En revanche, là où ils ont du mal à comprendre, et là c'est surtout les Allemands, c'est le gouvernement qui ne nous soutient pas du tout. Là, je suis un gros joueur de Conquest et de Dragonfest. Et je sais que ces deux GN-là sont partis, c'est la grosse industrie. Et ces deux GN-là sont sponsorisés par leur lender et par l'État allemand, qui en gros les voit pas comme des doudingues, mais plus comme une manière éventuellement même de lancer un business. Donc est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, cette vision de l'État avec la croissance du nombre de joueurs et de l'organisation va évoluer positivement sur le GN français? On y travaille. Il y a plusieurs choses sur lesquelles justement il y a eu ça commence à venir. Déjà au niveau de la Fédé, on a un agrément, c'est quoi, c'est jeunesse et c'est plus jeunesse et sport, le terme a changé, c'est jeunesse et éducation populaire. Et il y a pas mal d'assauts de GN, notamment là où je viens, donc moi je viens du sud de la France. On a beaucoup d'associations qui ne font pas que du GN, mais qui vont faire aussi du théâtre de rue ou qui vont intégrer des jeunes en difficulté avec un projet justement de jeu pour leur donner quelque chose à faire. Et sur ces associations-là, on a des subventions du conseil général, du conseil régional, de choses comme ça. Donc ça existe. C'est probablement pas aussi développé qu'en Allemagne, mais ça vient, ça bouge. On y arrive. Tu parlais de business, ça c'est la particularité qu'on a du GN en France, comme en Scandinavie, je disais tout à l'heure, c'est non commercial. Voilà. Des questions encore? Non? Profitez-en, hein, tant qu'on est là. De toute façon, on ne va pas se mettre à mordre après non plus. Hein. Au pire, si vous avez d'autres questions, on est en bas, au stand de la Fédé. Donc, voilà, on vous a laissé une poignée de flyers si ça vous intéresse. Voilà. Et puis merci pour votre attention et puis peut-être sur un jeu bientôt. Ouais. Merci.